Lundi, oui. Lundi soir, un journaliste de radio présentait l'actuel phénomène de la migration de dizaines, de centaines, de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants comme la question déterminante du XXIe siècle, tant du point de vue moral que politique ou économique. Je crois qu'on ne saurait mieux dire. Depuis 2 semaines maintenant, un élan est né dans cette Europe qui ne connaissait jusqu'à présent, comme vous le savez, que les réponses sécuritaires et répressives, à tel point qu'on ne parlait plus que d'Europe forteresse. Une vague de fond, donc, est là, portant les États et les populations. Avec retard, certes, c'est ce que l'on observe maintenant dans notre pays. Pourtant, la France n'a pas toujours été aussi pusillanime ni aussi timorée. Sans vouloir être exhaustif, ce n'est peut-être pas le moment, rappelons-nous simplement ce qu'il en a été depuis la Première Guerre mondiale. Est-ce que nous nous souvenons, par exemple, qu'il y avait presque 3 millions d'étrangers en France, soit 6% de la population de l'époque, et que nous en avons naturalisé plus d'1 million entre 1921 et 1939. Des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Belges. Il faudrait aussi parler des Arméniens, on les a oubliés, fuyant les massacres, et après la Deuxième Guerre mondiale, de ce qu'on a appelé, les experts, la 3e vague d'immigration caractérisée, elle, par le regroupement familial et l'acquisition de nouveaux droits pour ces populations fragiles. Souvenons-nous encore que dans les années 60, après les Italiens, ce sont les Espagnols, les Portugais, les Marocains, les Tunisiens, les Africains subsahariens qui arrivent en France. Dans les années 70, l'immigration est principalement, là aussi vous le savez, je suppose, ce ne sont que des rappels, est principalement maghrébine. Et puis comment oublier le phénomène des boat people qui ont conduit la France à accueillir quand même plus de 100 000 réfugiés originaires de nos anciennes colonies d'Asie du Sud-Est. C'est à partir de cette date-là que les choses vont commencer à évoluer. La politique d'immigration va progressivement se durcir et devenir un sujet politique majeur, un enjeu extrêmement important. Jusque-là, tout avait-il été aisé? Mais non, bien évidemment. L'État avait des intérêts, le nôtre, et entendait les défendre. Et l'humanisme n'a jamais été la boussole unique des États, pas plus hier qu'aujourd'hui. Soyons-en persuadés, il n'en reste pas moins que les ombres ne doivent pas faire oublier les avancées humanitaires qu'a su initier le pays durant toutes ces années. La grande et forte tradition d'accueil de notre pays n'est pas un mythe. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce si différent de ce qui s'est passé depuis 100 ans? Qu'en est-il de ces migrants qui tétanisent notre société? Ils viennent de Syrie, bien sûr, on en parle beaucoup, mais ils viennent aussi d'Afghanistan, d'Irak, du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie, du Kosovo, si proches. Liste non exhaustive, bien évidemment. Je ne parlerai pas des migrants du sud-est asiatique dont on a entendu parler il y a quelques semaines, quelques mois, ni de ceux qui seront bientôt poussés à l'exil par tout simplement les conditions climatiques, et qui est un nouveau problème qui s'ajoutera à celui que l'on connaît actuellement. Pour l'heure, arrêtons-nous sur ces Soudanais, par exemple, fuyant la terrible situation politique de leur pays, et écoutons Youssef qui, racontant son odyssée, que vous avez peut-être lu dans un hebdomadaire parisien, évoque son arrivée en Libye avec les violences, les tortures, je dis bien les tortures, la mort de son frère, puis ensuite la traversée de la Méditerranée, je n'insiste pas, le manque d'eau, le risque incessant de voir l'embarcation chavirer, puis après le passage en Italie, l'arrivée en France, enfin, avec le froid, l'insécurité permanente, la demande d'asile. Il finit par obtenir une place, effectivement, dans son centre Emmaüs et rêve, quand il aura ses papiers, d'étudier l'informatique. Parlons aussi de l'Érythrée. Cette Corée du Nord d'Afrique, cette prison à ciel ouvert, comme on a pu la caractériser, 300 000 Érythréens ont quitté leur pays depuis 15 ans.
Ils fuient un régime dictatorial qui pratique à grande échelle, comme on n'imagine pas, les violations systématiques des droits de l'homme, la surveillance de masse, le service militaire à vie. Je dis bien à vie, ce n'est pas une formule rhétorique. Ils fuient, mais c'est souvent pour se faire enlever et se retrouver par le biais de filières mafieuses, pour se retrouver dans le Sinaï, terre actuellement, on peut dire, de non-droit complet, où ils sont soumis à des tortures, j'ai dit bien tortures, à des tortures systématiques pour obliger leurs familles, déjà installées en Europe, quand ils en ont, à payer des rançons exorbitantes. Parlons encore du Kosovo. 100 000 personnes auraient quitté le Kosovo depuis 2014. Ce n'est pas si vieux que cela. Elles sont poussées dehors par la misère. 30% de la population vit dans la pauvreté et 10% avec moins d'$1 par jour. Ces populations doivent-elles être abandonnées? Arrêtons-nous là. Les 3 exemples que je viens d'évoquer permettent de comprendre les 2 principales motivations qui guident les migrants. Raison politique, on en a parlé tout à l'heure, et raison économique. Et c'est là que le bas blesse. Si les migrants politiques sont maintenant mieux acceptés, il n'en est pas encore de même, pour ceux qui sont chassés par la misère. Il y a une véritable peur des migrants économiques. Une peur qui, à tout instant, peut se muer en haine. Fragilisés par la crise que l'on connaît, nos compatriotes, pour une large part, qui pourra encore varier, mais pour une large part encore, vivent ces arrivées comme un risque de concurrence sur le marché de l'emploi, comme une menace pour un État-providence lui-même déjà soumis à rude épreuve. Il faut répondre à cela, et certainement pas par la morgue, le mépris, l'invective. C'est aussi le rôle de nos associations, de la société civile en général, de vous tous qui êtes là, de pousser au débat collectif et réduire ainsi ces peurs, cette peur de l'autre, cette frilosité, cet individualisme qui confine à l'égoïsme étroit. Les migrants sont les migrants. Il ne faut pas que s'instaure un système de vase communicant entre les réfugiés politiques et les réfugiés économiques. N'érigeons pas de séparation factice. Accueillons-les pour ce qu'ils sont, des êtres humains. Pour autant, n'imaginons pas que c'est la chose facile. Un claquement de doigts n'y suffira pas. D'autant plus que le problème est maintenant enquisté, faute d'anticipation politique. Ces difficultés, notre collectif y est confronté, on l'a dit il y a quelques instants, confronté maintenant depuis 3 ou 4 mois. Sur proposition d'Amnesty International, nous tentons depuis donc le mois de mai, comme on vous l'a un petit peu expliqué, d'aider à la réinstallation de réfugiés syriens dans notre département. Je dis bien la réinstallation de réfugiés, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont déjà le statut de réfugiés. Ce ne sont pas de simples, si je puis dire, demandeurs d'asile. Après beaucoup d'atermoiements, les choses semblent se débloquer, tant au niveau des maires qu'au niveau du conseil départemental et de la préfecture. Nous allons d'ailleurs dans un instant, Daniel le rappelait tout à l'heure, nous allons donc dans un instant rencontrer Madame le préfet pour l'interroger à ce propos, évidemment, sur ses intentions et encore mieux sur ses propositions. Il n'est ici évidemment pas question, précisons-le, de désigner du doigt des maires qui, souvent de bonne volonté et prêts à un effort, on a pu le vérifier tout au long de l'été, ont peur malgré tout, ou avaient peur, d'être abandonnés au milieu du gué, peur de devoir se débrouiller, confrontés à des situations que eux jugent inextricables. Cette période semble maintenant derrière nous. Partout en France, des hommes et des femmes, simples citoyens et politiques, se lèvent. Nous vivons, il faut en être conscient, nous vivons un moment de vérité. Il en va de notre dignité
et de notre honneur, pas moins. Il faut refuser le refus de l'autre. Il faut refuser le repli sur soi. Accueillir ces hommes, ces femmes et ces enfants, c'est aussi, à terme, accueillir une extraordinaire richesse. J'entendais d'ailleurs à cet égard, lundi soir, à la radio, le témoignage d'une fille d'immigrés iraniens devenue professeure et dont l'enthousiasme vraiment emportait tout. Bien sûr, tout sera long et rien ne sera facile. Faut-il encore le redire pour ne pas être taxé d'angélisme? Mais soyons-en sûrs, c'est à l'aune de ce que nous saurons offrir que se mesurera l'estime que nous pouvons nous porter mutuellement. Nous sommes, comme disait un philosophe, les hôtes de nos hôtes. Oublions les passions tristes, sachons unir nos forces et soyons solidaires. Rien n'est perdu. Cette crise est dramatique et grave, a dit le président Hollande lundi, mais elle peut être maîtrisée et elle le sera, a-t-il ajouté. Prenons-le au mot. Des initiatives locales fleurissent un peu partout. Le travail est lancé. Il appartient au gouvernement d'organiser ses actions. Il doit aussi, en s'accordant au niveau européen, faire accepter l'idée d'établir des voies légales d'accès à nos pays. Les spécialistes le préconisent depuis longtemps, les ONG également, et Amnesty International le rappelle encore ces jours-ci. Il faut obtenir également une suspension des accords de Dublin et leur révision complète, et plus largement un accueil digne pour tous les réfugiés. Sans oublier, évidemment, comme je le disais il y a un instant, l'organisation d'un grand débat. Je fais partie de ces personnes pour qui la voix des artistes est très importante, et vous me permettrez de terminer en citant deux poètes. D'abord René Char qui nous adresse une mise en garde, une vraie mise en garde, issue des feuillets d'hypnose que vous connaissez certainement, écrits pendant les années de résistance. Il s'adresse aux tièdes, il s'adresse aux indifférents, il s'adresse aux prudents. Voici ces mots, aux prudents. Il neige sur le maquis et c'est contre nous chasse perpétuelle. Vous dont la maison ne pleure pas, chez qui l'avarice écrase l'amour dans la succession des journées chaudes, votre feu n'est qu'un garde-malade. Trop tard. Votre cancer a parlé. Le pays natal n'a plus de pouvoir. Et pour terminer sur une note peut-être un petit peu plus optimiste, ces paroles d'Éluard qui pourraient être reprises en compte par n'importe quel de ces migrants qu'on a essayé d'évoquer, Daniel et moi. La souffrance est comme un oiseau qui tranche dans la chair vivante et j'en ai subi l'épouvante. Comme de la flèche à l'oiseau, du feu au désert, du désert à la plante, comme la glace sur les eaux. Mon cœur a subi les injures du malheur et de l'injustice. Je vivais en un temps impur où certains faisaient leur délice d'oublier leurs frères, leurs fils. Le hasard m'a clos dans ses murs, mais dans ma nuit, je n'ai rêvé que de la soupe. Merci Alain. Solidarité avec les migrants. Reprenons un peu ce slogan. Solidarité avec les migrants. 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 Merci.